Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans l'émission Nouvelle Donne. Il y a des infrastructures essentielles pour la vie des nations à travers le monde et que leurs rôles multiples sont capitaux. Mais on va ajouter que leurs impacts aux yeux des communs des mortels ne sont pas toujours perceptibles, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Alors, en toile de fond de cette édition des Nouvelles Donnes, je vous propose d'aller à la découverte du Commissariat général de l'énergie atomique en République démocratique du Congo. C'est le commissaire général à l'énergie atomique lui-même que vous pouvez déjà apercevoir sur votre téléviseur qui va nous conduire à la découverte de cette infrastructure autrement importante pour la vie de la nation, également en République démocratique du Congo. Monsieur le commissaire général, professeur Steve Mwanza, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invitation des Nouvelles Donnes. La première question qui me passe à l'esprit, c'est celle-ci. Comment vous pouvez expliquer pour les communs des mortels, pour les profanes que nous sommes, que la simple évocation de l'énergie atomique fait peur? Oui, alors il est connu dans l'histoire qu'il y a eu des développements de cette énergie, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu ce qui a mis fin d'ailleurs à la Deuxième Guerre mondiale, avec les bombes nucléaires qui ont été d'abord mises au point aux États-Unis, dans le désert du Nouveau-Mexique, et ensuite utilisées comme arme de guerre sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki au mois d'août 1945. Ces événements-là, qui étaient liés évidemment au contexte de la guerre, d'une guerre mondiale, ont été traumatiques et sont restés dans l'esprit des gens, avec les dangers qui sont liés à la puissance qui est dégagée dans ces réactions en chaîne de fission non contrôlées que sont les bombes, mais aussi avec toutes les retombées radioactives qui, comme chacun le sait, peuvent être vraiment très dangereuses et néfastes pour la santé dès qu'on dépasse certaines doses d'exposition. Monsieur le commissaire général à l'énergie atomique, est-ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, pour les communs mortels, il y a des raisons d'avoir peur de l'énergie atomique? Disons, non, il ne faut pas avoir peur. En science, si je cite par exemple une grande scientifique comme Marie Curie, prix Nobel de physique et prix Nobel de chimie aussi, en science, on n'est pas gouverné par la peur. On est gouverné par la compréhension et le fait de mettre en œuvre des mesures qui permettent de mitiger, voire d'annihiler le danger. Et donc, ici, ce qui est fait, puisqu'on a un réacteur nucléaire de recherche qui est à l'arrêt prolongé depuis 20 ans maintenant, mais que le gouvernement a décidé de redémarrer, il n'y a pas de raison d'avoir peur à partir du moment où on met en œuvre toutes les mesures de sûreté et de sécurité pour le fonctionnement de cet appareillage, sachant que tout ça est encadré par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui envoie des inspecteurs regarder tout ça de près chaque année ici. Alors, monsieur le commissaire général, professeur Steve Mwanza, quel est l'enjeu d'importance pour la République démocratique du Congo de disposer d'une telle infrastructure? Alors, ce qu'il faut savoir, et peut-être c'est l'occasion de rappeler ça, peut-être à nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas, parce que c'est un point important de l'histoire du pays, ici, dès 1959,
on a eu le premier réacteur nucléaire fonctionnel du continent africain, de l'histoire du continent africain, dès 1959, c'est-à-dire au Congo, ici même. La salle est à quelques mètres d'ici. Donc ça, c'était sur juste la colline avant Espéril. Oui, absolument, absolument. Et aujourd'hui, Inikin. Exactement. Et c'était le fondateur, vous voyez par exemple les photos de mes illustres prédécesseurs, c'était le fondateur à la fois de l'université de Lovanium et de ce centre nucléaire, Monseigneur Gillon, qui avait fondé tout ça et qui avait réussi à obtenir juste avant l'indépendance un réacteur nucléaire de recherche pour la RDC, en récompense de la contribution de la RDC en fournissant de l'uranium de très haute teneur, ce qui a permis aux Américains, en 1945, de mettre au point la bombe nucléaire dont je parlais tout à l'heure. Sans l'uranium du Congo, ça n'aurait pas été possible. Alors, la logique de Monseigneur Gillon et la logique qui a été entamée d'ailleurs par les Américains, après la guerre, c'était maintenant d'insister sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Et c'est dans cette lignée-là qu'est née l'Agence internationale à l'énergie atomique dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est un pan d'histoire où notre pays a été un peu au premier rang et qu'il est intéressant, je pense, que nos compatriotes connaissent. Monsieur le commissaire général, donc on va dire, à vous entendre parler un instant, que l'Agence internationale de l'énergie atomique doit son existence à l'initiative de ce qui a été fait au Congo démocratique. Pas seulement, c'était plus large. Vous voyez, la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée de manière tragique avec l'utilisation de bombes à un caractère destructif très important. Et à partir de 1953, le président Eisenhower a annoncé à la tribune des Nations Unies un discours poussant l'ensemble des pays à utiliser dorénavant l'énergie nucléaire pour des applications pacifiques. Alors ces applications que l'on pratique ici d'ailleurs peuvent toucher par exemple à la santé avec la médecine nucléaire, bientôt avec la radiothérapie, peuvent pousser à l'agriculture avec l'amélioration des semences, elles peuvent pousser à des tests non destructifs en milieu industriel, à de l'hydrologie isotopique, etc., etc. Donc pour la société et son développement, on peut avoir toutes sortes d'applications de l'énergie nucléaire. Maintenant, on essaie justement de favoriser ça, et c'est le rôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, plutôt que de rester exclusivement sur les armes nucléaires. Alors, pour le Congo, quel est l'intérêt ? Alors, l'intérêt est, disons, triple. Un réacteur nucléaire de recherche, ça se différencie d'un réacteur électronucléaire qui, lui, va pouvoir produire de l'électricité. On n'en est pas là. On en est à un instrument qui permet... Pourquoi avant d'aller plus loin? Parce que dans plusieurs pays dans le monde, ils ont résolu les problèmes d'électricité dans lesquels se trouve encore notre pays aujourd'hui. Pourquoi on ne ferait pas, puisqu'il existe les centres nucléaires ici à Kinshasa, pourquoi on n'en utiliserait pas comme dans d'autres pays? C'est possible, mais il faut acheter un autre réacteur que le réacteur de recherche. En gros, il faudrait un réacteur... Qui est à l'arrêt depuis 20 ans, vous le dites. Oui, c'est ça. Alors, il faudrait un autre réacteur parce que celui-là n'a pas été conçu pour produire de l'électricité. En gros, pour produire de l'électricité, il faudrait un réacteur de plus grande puissance et il faudrait coupler... Vous voyez, quand vous avez un réacteur nucléaire, qu'est-ce qui se passe essentiellement? On a des noyaux d'atomes, de l'uranium 235 en particulier, qui sont fissiles. C'est-à-dire que quand ils sont percutés par des neutrons lents, ils peuvent se casser en deux, libérer beaucoup d'énergie et libérer d'autres neutrons. Ces neutrons de proche en proche vont aller casser d'autres noyaux d'uranium qui vont eux-mêmes libérer de l'énergie et on a une libération exponentielle
d'énergie d'une part et de neutrons. C'est comme ça que fonctionne la fission nucléaire. Et comme vous voyez qu'il y a beaucoup d'énergie qui est libérée comme ça, cette énergie, si on veut la contrôler à l'inverse des bombes nucléaires que je décrivais au début, on va placer tout ça dans un circuit de refroidissement, souvent à l'eau, un circuit primaire, qui peut échanger sa chaleur avec un circuit secondaire. Et dans le cas où il y a suffisamment de puissance pour que le circuit secondaire entraîne une turbine, à ce moment-là, par l'effet magnétique, on peut produire du courant électrique. Est-ce que c'est dans votre cahier de charge? Est-ce qu'à l'avenir, dans ce pays, votre commissariat général à l'énergie atomique pourra produire de l'électricité, du courant électrique à mettre à la disposition des Congolais? On y songe de manière très précise. Et d'ailleurs, son Excellence, Monsieur le Ministre de la Recherche, lors de la dernière conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a échangé notamment sur ce sujet avec le directeur général de cette agence, l'ambassadeur Raphaël Mariano Grossi, exactement. Et on s'oriente dans ces perspectives futures vers l'acquisition de ce qu'on appelle des SMR en anglais. Ce sont des petits réacteurs modulaires. Et donc on a commencé un travail de prospective dans ce sens, mais on pense aussi que le redémarrage de notre réacteur de recherche permettrait d'abord de l'exploiter encore quelques années, premièrement, et deuxièmement de former toute une nouvelle génération de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens à son utilisation pour qu'ils soient prêts à entamer l'étape suivante que serait l'électronucléaire. Alors pour le moment, à quoi vous êtes occupé? Alors pour le moment, le gouvernement nous a assigné des objectifs très ambitieux. J'ai parlé d'abord du redémarrage du réacteur qu'on s'apprête à faire. Deuxièmement, il y a... combien de temps vous avez une idée? Alors, si on a tous les financements, comme il n'y a pas de problème technique du point de vue de la sûreté et de la sécurité, ça pourrait prendre 2 ou 3 ans à peu près. C'est cet ordre de grandeur pour le redémarrage du réacteur. Le deuxième projet important, c'est la construction d'un centre de diagnostic multidisciplinaire d'oncologie et de radiothérapie, qui serait le premier centre public de ce genre en République démocratique du Congo. Oui, la pose de la première pierre a déjà eu lieu. Voilà, exactement. En 2023. En 2023, exactement. Avec la présence sur place au Congo, à Kinshasa, du directeur général lui-même. Voilà, exactement. C'est ça. Monsieur Raphaël Mariano Grossi. C'était une première, puisque le pays est membre de l'AIEA depuis 1961, et c'était la première fois, en novembre de l'année dernière, qu'un DG de l'AIEA se déplaçait pour venir au pays. Et il a visité ce centre, il était dans ce bureau où vous l'avez vous-même interviewé personnellement, et nous avons été reçus en délégation par le président de la République, avec le ministre de la Recherche, à l'occasion de cette visite. Donc, comme je disais, le deuxième projet, c'est essentiellement centré sur la lutte contre le cancer par des méthodes de diagnostic et de suivi et aussi par des méthodes thérapeutiques, donc la radiothérapie. Le troisième projet, c'est un projet que j'ai vraiment... C'est lorsque ces centres en construction, en cours, on va dire? En conception, pour l'instant, la construction n'a pas démarré. Pourquoi? Alors, pour l'instant, on attend le financement. Il y a un retard probablement de quelques mois pour pouvoir aménager dans un premier temps le terrain. Financement par le gouvernement. Par le gouvernement. Ce qui est prévu, c'est que le gouvernement fournisse le terrain et construise les bâtiments. Il y a ce qui est déjà fait. Pas tout à fait. Les sites de construction le site existe, le terrain n'est pas encore aménagé, et c'est un aménagement conséquent qu'il faut pour ce terrain, justement pour que les infrastructures qu'on va construire dessus soient pérennes.
ensuite, on construira 3 bâtiments. Donc le bâtiment pour ce centre de diagnostic multidisciplinaire et de radiothérapie, un deuxième bâtiment que j'ai impulsé pour un centre national de radiopharmacie qui contiendra un cyclotron pour produire des radioisotopes qui sont complémentaires de ce qu'on va produire avec le réacteur nucléaire et qui permettront notamment d'améliorer le diagnostic et le suivi des cancers par ce qu'on appelle de la tomographie par émission de positrons. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir juste à côté du centre de diagnostic multidisciplinaire. Sur le même site. C'est le deuxième bâtiment. Le troisième bâtiment dont j'ai aussi impulsé la construction, ce sera celui de l'École nationale supérieure des sciences et techniques nucléaires, qui aura vocation à former les techniciens et les ingénieurs de l'ensemble du secteur des applications nucléaires en République démocratique du Congo. En parallèle, toujours dans les volets de la formation, je viens d'ouvrir avec des collègues du département de physique de l'Université de Kinshasa un master qui est justement spécialisé en physique subatomique, en astroparticules et en cosmologie. Donc voilà un peu les grands projets qui occupent le CGEA pour l'instant, en plus des applications qu'on faisait déjà avant, notamment concernant la radiobiologie, la médecine nucléaire, la radioagronomie et les tests non destructifs en milieu industriel. Tout ça dans les pipelines. Les 3 volets dont j'ai parlé sont actuels et vont se prolonger, et les 3 bâtiments dont j'ai parlé avant sont dans le pipeline, et on espère que les travaux de construction pourront démarrer cette année. Dès que vous aurez reçu les financements que vous attendez de la part du gouvernement de la République. Tout à fait. Et quelle va être la part de l'agence internationale elle-même? Alors, la part de l'agence internationale va se centrer essentiellement sur la formation des différents personnels, les scientifiques, les techniciens, etc. Et sur le fait de, comme elle a des moyens financiers limités, de faire une campagne de levée de fonds à l'international qui pourra aider notre pays à s'équiper des différents instruments qui viendront être placés dans ces bâtiments. Par exemple, pour la radiothérapie, on a besoin d'accélérateurs de particules. Ce sont des accélérateurs d'électrons qu'on utilise pour traiter les tumeurs cancéreuses. Pour le bâtiment de radiopharmacie, j'en ai parlé tout à l'heure, il y aura un cyclotron. Et pour l'école, il y aura aussi un certain nombre d'équipements, notamment pour faire des travaux pratiques avec les étudiants. Et l'AIEA a déjà commencé à nous fournir, par exemple, un premier équipement pour l'école. Donc voilà, c'est la formation et l'aide directe ou indirecte à l'acquisition des équipements. C'est ça le rôle de l'AIEA dans ces projets. Monsieur le commissaire général, professeur Steve Monza, à quoi va consister exactement les traitements des tumeurs cancéreuses une fois opérationnels? Alors, il y aura essentiellement plusieurs techniques, parce que le traitement des cancers est vraiment multidisciplinaire pour traiter les tumeurs cancéreuses. Ça se fera à Kinshasa, sur le site même de l'université de Kinshasa. Alors, la première chose en matière de cancer, c'est d'abord d'établir un diagnostic. Toutes les formes de cancer. Oui. Il faut d'abord établir un diagnostic pour savoir si c'est réellement un cancer qui est la maladie, malheureusement, qui touche un patient. Et il faut localiser les tumeurs cancéreuses, peut-être la tumeur première, et éventuellement les métastases qui vont créer des tumeurs à différents autres endroits du corps. Pour ça, on utilise des techniques nucléaires, c'est-à-dire des techniques qui permettent de visualiser l'intérieur du corps humain grâce, par exemple, à de la radioactivité ou à des processus physiques de ce type-là. Et ensuite, avec des appareillages qui sont à l'extérieur du corps du patient, sans qu'on ait à intervenir de manière chirurgicale, on peut imager les différents organes et voir
où se situent d'éventuelles tumeurs cancéreuses. Donc, 1, on peut faire le diagnostic, 2, on peut localiser les tumeurs, et une fois qu'on a ça, c'est là où on passe à la radiothérapie, par exemple, externe. Alors, en dehors de la radiothérapie, qui sera, nous, plutôt notre spécialité ici, le corps médical peut aussi utiliser de la chirurgie, on peut utiliser de la chimiothérapie, et on peut, de manière complémentaire, utiliser la radiothérapie pour aller, comme je le disais tout à l'heure, grâce à un accélérateur d'électrons. Rarement on utilise directement le faisceau d'électrons, ça pourrait être le cas pour certaines tumeurs tout à fait superficielles. Le plus souvent, on bombarde une cible de tungstène qui va produire des rayons X. On collime les rayons X pour se conformer à la position et à la taille de la tumeur. Et en la bombardant comme ça de rayons X, on détruit la tumeur cancéreuse. C'est ça le principe de la radiothérapie externe. Monsieur le commissaire général, pour le moment, au moment où nous faisons cette émission, ça ne se fait pas au Congo. Alors, il existe juste une exception. Il y a une machine de radiothérapie externe qui existe, qui est au centre hospitalier Nganda. Donc, c'est une clinique privée. Mais c'est très largement insuffisant pour la population, même de la ville de Kinshasa, et encore plus pour l'ensemble du pays. Je vous donne un point de comparaison puisque c'est quelque chose que je connais bien. Par exemple, en France, on recommande d'avoir une telle machine. D'où vous venez, vous? Voilà, moi j'ai fait une longue carrière au CNRS en France de recherche, effectivement. Je suis directeur de recherche au CNRS. Soit dit en passant, vous êtes l'homme qu'il faut à l'endroit, ici, comme commissaire général à l'énergie atomique. En tout cas, ça a été la volonté du président de la République qui m'a nommé à cette position en 2022 et qui m'a fait confiance. Donc vous êtes les castings qui convient. Pour la confiance. Bon, en tout cas, c'est la décision. Mais dites-le nous, vous êtes modeste, vous faites la fine bouche. Disons, oui, je confirme que je suis effectivement à la bonne place. Alors, le profil qu'il faut. Oui, donc je disais, par exemple, si on prenait la référence... Pour être aux commandes d'une telle infrastructure de haute importance. Oui, tout à fait. Oui. Alors, donc, si je reprends cette référence et qu'on avait les mêmes moyens qu'en France, on aurait une machine de radiothérapie pour 100 000 habitants. Et donc, ça veut dire qu'il nous faudrait au moins 1 millier de machines sur l'ensemble du pays. Et vous voyez que pour l'instant, on en a une seule. Dans le cadre du projet qui est prévu ici, on prévoit 2 machines de radiothérapie externe. Et en plus de la brachythérapie, etc., etc. Donc, on aura un centre ici qui couvrira tous les aspects de la lutte contre le cancer, du diagnostic au traitement et au suivi, jusqu'à la guérison des patients. Alors qu'actuellement, la majorité... Une très bonne nouvelle, monsieur le commissaire général. C'est un très grand projet, c'est une très grande ambition portée par le président de la République, puisque comme vous le savez, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le président de la République qui s'est engagé personnellement pour l'ensemble des projets dont je vous ai parlé. Alors concernant les ingrédients, les matières premières, ne devrait pas poser de problème, puisque vous évoquiez tout à l'heure l'uranium, on en a en quantité industrielle dans ce pays. Oui, effectivement, on n'a pas de problème. Alors, on peut aller volet par volet. Oui, expliquez-nous. Pour ce qui concerne le tout premier projet dont j'ai parlé, le redémarrage du réacteur, on a encore suffisamment de combustible nucléaire frais pour faire fonctionner le réacteur pendant plusieurs années. Donc de ce côté-là, on n'a aucun problème. Pour le reste, la majorité des appareillages dont j'ai parlé, ceux de radiothérapie externe, le cyclotron, etc., sont maintenant fournis clé en main par des industriels. Et cela... C'est-à-dire alors, on peut s'approcher d'industriels qui fabriquent ces machines-là et les acheter vraiment clé en main.
et c'est ce qu'on prévoit de faire. Il faudra, dans le cadre des programmes de maintenance de ces appareillages, qu'on forme aussi notre personnel, petit à petit, nos ingénieurs et nos techniciens, à savoir maintenir par eux-mêmes l'ensemble de ces appareillages. Mais ils n'ont pas besoin d'uranium pour fonctionner. Mais on aura besoin certainement de différents intrants pour mettre en opération l'ensemble de ces appareillages complexes. Voilà, c'est un peu ça. Donc, pour l'instant, effectivement, nous avons des grandes ressources en uranium, mais ce ne sera pas indispensable, en tout cas à court terme, pour l'ensemble des projets dont j'ai parlé. On peut penser, et on y réfléchit de manière très active au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, à relancer l'exploration et l'exploitation de l'uranium et même du thorium, en pensant à des filières nucléaires, par exemple à neutrons rapides, qui sont en recherche et développement actuellement dans le monde. On peut penser à relancer ça pour pouvoir utiliser notre combustible à mesure de nos moyens quand on aura notamment des réacteurs électronucléaires, mais aussi en vendre à l'extérieur à des pays tiers. Alors, monsieur le commissaire général, Steve Mwanza, vous avez, parlant des bienfaits de votre infrastructure, vous avez parlé dans un avenir qui reste à déterminer des courants électriques à mettre à la disposition des Congolais d'une manière générale. Vous venez d'évoquer également les bienfaits concernant les domaines de la santé, avec les traitements du cancer. Alors, quels sont les autres bienfaits attendus par rapport à d'autres secteurs de la vie nationale? Alors, on peut parler par exemple de l'agronomie. Vous voyez, on a des plantes vivrières et ces plantes ont un patrimoine génétique. Agronomie signifie agriculture. L'agriculture, exactement. Et donc on a un certain nombre de semences avec différentes plantes, et ces semences ont un patrimoine génétique. Il se trouve que dans la nature, il y a de la radioactivité, souvent à faible dose, mais un peu partout, disséminée partout. L'effet de cette radioactivité, quand elle vient par hasard et rarement à toucher l'ADN de ces semences, le modifie très légèrement. Ça crée une sorte de variabilité naturelle de l'ADN de ces semences. Et ça permet, par exemple, d'avoir des générations suivantes avec l'ADN modifié qui vont changer un peu de caractéristiques de la semence en question. Alors, ce qu'on fait, nous, en laboratoire, c'est qu'on accélère ce processus-là en bombardant artificiellement ces semences avec de la radioactivité gamma. Et en accélérant ce processus, on augmente très fortement cette variabilité génétique. Quel est l'avantage? C'est que si on a des lignées qui sont viables, on peut avoir soit une productivité accrue de ces plantes vivrières, soit une meilleure adaptation au changement climatique qui nous touche nous aussi. Et donc c'est une façon de maintenir ou d'améliorer la productivité agricole du pays. Et on y travaille activement. On a déposé des brevets pour la création de nouvelles semences, notamment de soja, ici au Commissariat général à l'énergie atomique. Monsieur le commissaire général, est-ce que tout ça, ça va dans le sens de manger bio? Oui, on peut effectivement faire des cultures bio à partir de là. Oui, tout à fait. C'est pas contradictoire? C'est pas contradictoire du tout. Ah bon? Vous nous rassurez? Oui, tout à fait. Vous parlez du nucléaire. Comme je vous ai dit, ce qu'on fait simplement, c'est accélérer un processus qui a lieu de toute façon dans la nature. Accroître la quantité, la qualité... La qualité ou la quantité? Vous mettez l'accent sur la quantité. Non, ça peut être les deux. Ça peut être soit
si vous avez les mêmes conditions hydrologiques et climatiques, ça peut être simplement augmenter la productivité. Si vous avez des modifications de ces conditions hydrologiques et météorologiques, ça peut être simplement de maintenir la production ou peut-être de l'améliorer si on arrive à aller jusque-là. Donc vous voyez, c'est un peu les deux aspects. Mais globalement, l'idée, c'est de soutenir et de renforcer la production agricole pour donner un meilleur accès aux populations, disons, à la nutrition. Alors ça, c'est pour les secteurs de radioagronomie. De l'agronomie. Oui. On va dire de l'agriculture. Tout à fait. Alors, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que ça peut apporter au Congo? Sur le plan sécuritaire, disons, ça n'apporte pas directement sur le plan sécuritaire, c'est plutôt l'inverse. Ah bon, comme ce sont des choses qui sont un petit peu sensibles et dangereuses, Oui. c'est nous qui devons mettre en œuvre des moyens de sécurité, par exemple, pour qu'il n'y ait pas d'effets délétères de matériaux qui peuvent être radioactifs ou d'effets, j'allais dire, malveillants. Je m'explique. Il y a des gens qui peuvent être tentés de faire du trafic de matériaux uranifères. Il faut lutter contre ça parce que c'est un danger pour le pays et c'est un danger à l'international. Donc ça, on le fait. On doit sécuriser de mieux en mieux justement nos frontières pour être sûr, par exemple, que le minerai qu'on exporte ne contient pas trop de déchets uranifères, si vous voulez. Et donc ça c'est de votre compétence. Ça, c'est effectivement nos agents sur le terrain, notamment en province, qui font ces évaluations de la radioactivité. Donc vous n'êtes pas qu'à Kinshasa sur le site du campus? Non. On est aussi en province. On a par exemple une antenne régionale qui est à Lubumbashi et un certain nombre de postes qui sont dans la partie est et sud-est principalement du pays, dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, nord, sud Kivu, Maniema, etc. Donc on a quand même une douzaine de sites au total sur lesquels on opère, mais en province on fait, en collaboration avec le régulateur nucléaire, le CNPRI, ces évaluations de la radioactivité pour nos minerais à l'exportation. Et ça permet de faire essentiellement trois choses: d'avoir une bonne valorisation de ce qu'on vend comme minerai, parce qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans. Deuxièmement, ça permet notamment au CNPRI de prendre des mesures pour la protection des populations qui pourraient être en contact ou à proximité de ces minerais. Et troisièmement, ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de lutter contre les trafics de matières uranifères. Alors, à vous entendre parler, monsieur le commissaire général, quel est le rapport que vous pouvez nous faire pour rassurer les téléspectateurs qui nous regardent depuis le début de cette émission? Quel est le rapport avec ce qu'on entend par irradiation? L'irradiation. Oui. Alors, l'irradiation, en général, c'est quand c'est volontaire. Donc, vous voyez, par exemple, quand je parlais des semences tout à l'heure, on les soumet à un rayonnement ionisant, d'une manière générale, qui peut venir soit de la radioactivité ou d'autres dispositifs, comme par exemple des générateurs de rayons X. Il y a différentes solutions pour faire de l'irradiation comme ça et avoir des modifications de la structure ou des études non destructives des structures. De ce point de vue, monsieur le commissaire général Steve Monza, vous êtes avec les CNPRI dont vous parlez il y a un instant, dans un type de relation de collaboration, de complémentarité ou de neutralisation? Alors, c'est justement de la coopération et de la complémentarité. Je vous explique pourquoi. Oui, je vous en prie. Commissariat général à l'énergie atomique, nous sommes l'opérateur d'État dans le secteur nucléaire. Et le CNPRI
est le régulateur, si vous voulez, le gendarme, l'arbitre des pratiques du secteur nucléaire, et nous sommes l'opérateur, donc ceux qui sont directement en train de mettre en œuvre les différentes applications dont on parle. D'une manière concrète, c'est ça les différentiels, mais expliquez-nous. Alors, si on devait prendre une analogie, peut-être que tout le monde comprendra. Nous sommes là pour ça. Voilà, c'est un peu comme au football. Les opérateurs sont les joueurs qui jouent le match et le régulateur, c'est l'arbitre, c'est les juges de touche, etc. etc. Voilà, c'est à peu près l'analogie qu'on pourrait donner. Monsieur le commissaire général à l'énergie atomique, pourquoi tant des précautions qui vous entourent dans ces sites stratégiques à Kinshasa? C'est très important parce qu'on a évoqué tout à l'heure le combustible nucléaire. Alors, ce sont des matières relatives. Ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à votre infrastructure. Justement, et c'est pour ça qu'on doit la protéger, pour éviter que des gens aient l'occasion de venir voler, par exemple, ces barres de combustible. Comment ça? Voilà, voler une telle matière sensible? Ce sont des choses qui sont possibles. Et donc, on doit se protéger et se prémunir absolument contre ça. Et c'est pour ça que vous avez vu... Il y a des gens qui seraient tentés de venir voler? Oui, ça s'est fait. Ça s'est déjà fait de par le monde. Et donc, on doit prendre toutes les précautions sécuritaires pour que ça n'advienne pas. Et par ailleurs, c'est des choses qui sont relativement dangereuses. On ne doit pas rester à proximité ou au contact de ce genre de matériaux. On a ici, par exemple, à côté, un irradiateur qui émet de la radioactivité gamma. Donc c'est pareil, on doit prendre des précautions pour que des personnels non autorisés ne puissent pas s'en approcher et ne puissent pas rester à des distances où ils pourraient justement recevoir des doses de radioactivité qui seraient dangereuses pour leur santé. Et donc on doit prendre effectivement beaucoup de précautions pour maintenir tout ça uniquement à l'accès aux personnes autorisées. Alors, monsieur le commissaire général Steve Mwanza, moi je me souviens des mémoires de journalistes à l'époque où le professeur Malou, paix à son âme, présidait encore aux destinées de ces centres, à votre place où vous êtes aujourd'hui. Je l'avais interviewé en ces temps-là. Et il y avait une panique qui s'était emparée de la ville de Kinshasa, provoquant une quinte générale de la ville, que la ville soit irradiée, tout ça. On avait fait beaucoup de bruit. Est-ce que pour le moment, il n'y a aucune crainte dans ce sens-là? Je dirais, les facteurs de risque existent, mais ils sont sous contrôle. Je vais vous parler en particulier de 2 facteurs de risque. Le premier facteur de risque dont on a beaucoup parlé ici au pays, c'est l'érosion de la colline sur laquelle on est. Parce que vous voyez par exemple que dans le bâtiment du réacteur, il y a un énorme coffrage en béton qui fait la structure du bâtiment et qui, en cas de problème avec le réacteur, permettrait de confiner toutes les matières radioactives à l'intérieur de cette enceinte. Ok ? Maintenant, si on a de l'érosion, une très forte érosion de la colline, le danger, c'est qu'on crée des fissures dans cette enceinte de béton et qu'en cas de problème, ces matières radioactives puissent diffuser et aller contaminer le reste de l'environnement et poser des problèmes pour la santé humaine, un risque pour la santé humaine. Alors justement, on a pris des mesures contre l'érosion, notamment en stabilisant les sols avec des plantes et d'autres mesures. Il y a des murs de soutènement, etc. L'année dernière, parmi les inspecteurs de l'AIEA qui sont venus justement inspecter cette problématique-là, ils nous donnent le feu vert en disant que les choses sont sous contrôle. On n'a pas de fissuration au niveau de la structure en béton du bâtiment. On a même des recommandations pour construire un mur de soutènement supplémentaire, etc. Donc tout ça, c'est géré et le problème de l'érosion, c'est quelque chose qui est sous contrôle.
Deuxième problématique, qui était peut-être un petit peu moins connue et un peu plus, je dirais, en déshérence, c'est la lutte contre les incendies. Il se trouve que le système de lutte contre les incendies qu'il y avait au niveau du réacteur Tricot 2 n'était plus vraiment opérationnel. Et donc, ce qu'on a fait, ce que j'ai conduit et vraiment initié, c'était d'une part de remettre aux normes les moyens de première attaque de départ d'incendie, en mettant systématiquement partout et aux normes de sécurité internationale des extincteurs CO2, première chose. Partout dans ce bâtiment, c'est aux normes, et partout sur l'ensemble du site, maintenant, c'est aux normes. Bien sûr, une fois qu'on a ça, ça ne permet que d'éteindre des petits incendies si le personnel est sur place, mais il fallait aussi que le personnel soit formé. Et donc, on a organisé ces 2-3 dernières années des formations du personnel, et notamment la première formation de l'équipe qui gère le réacteur à cette lutte contre l'incendie. Ça n'est pas suffisant, parce que si on n'est pas là directement au départ de feu, à ce moment-là, le premier volet de défense que j'ai évoqué là n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait, au niveau de ce bâtiment, les systèmes de lance à incendie qui soient réellement fonctionnels. Et malheureusement, à ma grande surprise, quand j'ai pris mes fonctions ici, j'ai découvert, un peu par hasard d'ailleurs, parce que personne ne m'avait transmis cette information, que ces systèmes n'étaient plus opérationnels. Et donc, on a dû faire des efforts très importants, d'abord avec la réhabilitation d'un forage pour avoir suffisamment d'eau, et ensuite avec la réparation et la modification de tout le système hydraulique censé amener l'eau au niveau du bâtiment du réacteur, pour pouvoir remettre tout ça en service. Ces travaux sont sur le point de se terminer. Alors, monsieur le commissaire général, quel autre bienfait qui vous préoccupe par rapport aux besoins des Congolais concernant l'énergie atomique que vous aimeriez porter à la connaissance des Congolais qui vous regardent en ce moment? Vous voyez, par exemple, ici au Congo, on produit essentiellement notre électricité par de l'hydroélectricité, par des barrages électriques. Tout à fait. Ces barrages électriques, ce sont aussi des grands ouvrages qui contiennent beaucoup de béton et qui font la rétention des eaux avant que ces eaux passent dans des turbines, voilà, exactement, passent dans des turbines qui vont produire de l'électricité. Mais il faut que ce béton tienne. Comment on ausculte ce béton? Justement, par des techniques non destructives qui utilisent des techniques nucléaires, des jauges nucléaires, de la radiographie ou d'autres techniques. Et on a une équipe spécialisée qui va inspecter et ausculter, par exemple, les barrages comme ça, pour être sûr qu'ils tiennent, ou par exemple d'indiquer des endroits ou des moments où il faut faire des réparations. Voilà un peu le genre d'application qu'on peut faire avec les sciences et techniques nucléaires. Quel est le regard que porte au moment où vous êtes aux responsabilités à la tête du commissariat général de l'énergie atomique, quel est le regard de l'Agence internationale de l'énergie atomique? Je pense que on a réussi, je pense, à retrouver plus de crédibilité au niveau de cette agence par des efforts qui ont pris des années ici. Et je pense qu'on a toujours eu un soutien de cette agence en termes notamment de formation et surtout de formation continue. Mais j'ai jugé vraiment indispensable, avec les 2 projets dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire l'École nationale supérieure des sciences et techniques nucléaires et le master, qu'on devait absolument s'approprier des outils de formation diplômante, c'est-à-dire de formation initiale de nos différents personnels. Les 2 sont complémentaires, la formation continue pour laquelle l'AIEA nous aide beaucoup, mais surtout ces formations spécialisées. Elle n'est pas suffisante pour le moment, la formation? Non, malheureusement, elle ne l'est pas. Le niveau moyen n'est pas suffisant. Bon, par exemple, ici, on a 200 personnes sur le site principal du commissariat général à l'énergie atomique, qu'on appelle le CRENCA, donc le Centre régional d'études nucléaires de Kinshasa. Sur 200 personnes, il n'y a qu'une dizaine de PhD.
C'est-à-dire une dizaine de personnes qui ont un doctorat. Et donc, vous voyez que c'est insuffisant. Tout le monde ne peut pas, ne doit pas être docteur pour pouvoir exercer ici. Il en faut suffisamment pour que le niveau scientifique moyen soit suffisant. Combien de pourcents sur les 200 personnels? Ça dépend, parce qu'il y a une partie de ce personnel qui est aussi administratif, etc. Mais vous voyez que dans certains pays, comme par exemple le Ghana, c'est un exemple qui est souvent cité, la majorité de leur personnel scientifique pour des centres comme celui-ci ont un doctorat. Donc vous voyez, il y a, disons, un gap. On est en train de redresser ce gap, je l'ai dit, avec les efforts qu'on fait dans la formation, notamment avec le master ici, et également en payant nous-mêmes, en plus de ce que fait l'AIEA, des bourses de doctorat pour 3 de nos personnels du CGEA qui sont en thèse en France actuellement, 2 à Marseille et 1 à Nantes. Et je suis le co-directeur de thèse de 2 de ces 3 personnels du CGEA. Donc c'est toujours pour se spécialiser plus, maîtriser un peu plus l'ensemble de ces techniques. Bon, c'est une goutte d'eau qui va dans le bon sens. Tout ce qu'on pourra avoir de plus comme financement venant du gouvernement, venant de nos partenaires, sera mis en œuvre pour toujours améliorer la formation continue ou la formation initiale de nos agents. Qui sont vos partenaires ? Nos partenaires, on a l'AIEA. Public et privé. Pour certains, par exemple, volets, notamment celui de la sécurité, on travaille beaucoup avec les États-Unis, le département de l'énergie des États-Unis, qui nous ont amélioré récemment la protection physique de l'accès au bâtiment du réacteur. Donc ce sont des grands partenaires. Et on a des partenaires nationaux en collaboration bilatérale comme la France, la Belgique, le Japon ou autres. Ils sont indispensables. Ils sont très utiles. L'AIEA est absolument indispensable. Alors, on va terminer l'émission. On va se quitter par là. Monsieur le commissaire général Steve Mwanza, quelles sont vos résolutions pour cette année nouvelle 2025? Alors, les résolutions, c'est de continuer les efforts pour que la mise en œuvre des projets dont j'ai parlé tout à l'heure, le redémarrage du réacteur, la construction des 3 bâtiments pour la radiothérapie, la radiopharmacie et l'École nationale supérieure, puissent vraiment démarrer, parce que ce sont des projets très importants. C'est l'ambition qui est portée par le président de la République, et nous avons comme devoir, avec la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, le soutien du gouvernement et l'action de l'ensemble des acteurs ici, d'être au rendez-vous de ces engagements très ambitieux. Voilà. Votre infrastructure est incontournable pour la vie de la nation congolaise. Oui, absolument, parce qu'on a évoqué par exemple l'exemple de la lutte contre le cancer, et vous voyez bien qu'il n'y a pas de plus grand projet que celui dont on vient de parler pour donner accès au diagnostic et au traitement contre le cancer dans la région de Kinshasa dans un premier temps, mais ensuite on essaimera des modèles, par exemple, de tomographie par émission de positrons dans les grands centres des villes de province et dans les hôpitaux. Mais il faut d'abord former les gens ici, acquérir cette expérience et cette expertise, et ensuite aller les s'aimer un peu à d'autres endroits en province pour donner l'accès à ces soins contre le cancer à l'ensemble de la population nationale. Alors on va mettre un terme définitif à cette émission. Vous êtes les pilotes dans l'avion du commissariat général de l'énergie et atomique. Quels sont vos souhaits personnels en tant que tels? Mes souhaits personnels, c'est vraiment, je dirais, que le gouvernement puisse nous épauler avec ses financements. On a parlé de toute la partie bâtiment, aménagement des terrains et tout ça, et que l'AIEA et la campagne de levée de fonds à l'international soient la plus productive possible, pour que justement on puisse faire
littéralement redécoller le secteur du nucléaire dans notre pays, en essayant d'organiser les choses pour qu'il n'y ait plus de conflits de prérogatives entre le régulateur et l'opérateur national, et qu'on puisse tous travailler pour l'intérêt du pays. Voilà, monsieur le commissaire général, merci. Steve Manza, merci d'être passé nous voir ce soir en plateau des Nouvelles Donnes. Merci. Merci à vous.